Bonjour à tous. Les entreprises extractives représentent des risques importants, en particulier pour les écosystèmes, des risques qui se traduisent par des relations souvent tendues avec les populations locales, en particulier les populations autochtones. Et de fait, on voit effectivement de nombreux incidents, voire des crises qui surviennent dans ce secteur d'activité et qui sont associés aux enjeux de développement durable. Mais dans quelle mesure ces crises ou ces incidents étaient-ils au départ prévisibles? Alors c'est ce que on a cherché à savoir dans cet article publié dans Resource Policy et réalisé avec Marie-Christine Broverton et David Talbot. L'objectif de l'article est de comparer les risques identifiés par les entreprises minières canadiennes et les parties prenantes avec les incidents ou les crises qui se sont réellement produites en lien avec les activités de ces entreprises. Nous avons en fait analysé une vingtaine de sites miniers au Canada et recensé 57 incidents de développement durable majeurs, comme des conflits ouverts avec les populations autochtones, des déversements accidentels, des ruptures de barrages miniers, etc. Pour chaque site minier, on a examiné entre 1 et 10 incidents critiques, comme vous le voyez sur ce tableau, et ensuite on a analysé la documentation produite avant l'ouverture des mines, notamment dans le cadre des études d'impact et des consultations publiques qui sont, dans la plupart des provinces canadiennes, des exigences de base pour avoir les autorisations nécessaires au lancement des activités minières et obtenir ce qu'on appelle la social license to operate de ces activités minières. Et pour chaque site minier, ces documents ont représenté souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pages. En fait, au total, on a analysé près de 13 000 pages de documents, essentiellement des études d'impact, pour identifier si les incidents critiques qui se sont réellement produits ex post avaient été envisagés ex ante, c'est-à-dire avant le lancement des activités minières, parce que c'est le but d'une étude d'impact qui, en principe, doit anticiper les principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet. Pour faciliter l'interprétation des résultats, on a fait un modèle avec 4 configurations d'anticipation et que vous pouvez voir à l'écran. Ce modèle croise d'une part les anticipations de risques par les parties prenantes, puisque les communautés locales, les ONG, les populations autochtones ou d'autres groupes d'intérêt peuvent déposer des mémoires, des documents lors du processus d'approbation des projets miniers, notamment dans le cadre des audiences publiques. Et d'autre part, on a croisé les anticipations de risques par les entreprises minières, puisque ces entreprises doivent nécessairement réaliser des études d'impact pour analyser les risques de développement durable, démontrer que ces risques sont maîtrisés et qu'ils ne compromettent pas la légitimité sociale des projets d'exploitation. Alors la première configuration de ce modèle, c'est des risques à haute visibilité. Ici, les entreprises et les parties prenantes identifient bien le risque avant le lancement des activités minières. On peut donc supposer que ces risques sont bien connus, sont correctement gérés, mais les actions restent inefficaces ou tardives. Par exemple, la mine Malartic, où les émissions de poussière sont signalées dès 2009, mais les mesures correctives n'arrivent que bien plus tard. Et pourtant, ces risques à haute visibilité représentent plus de 31% des incidents recensés, ce qui est quand même beaucoup et qui montre que, dans la plupart des cas, un manque de mesures préventives de la part des entreprises peut être signalé. La deuxième configuration de risque concerne des incidents qui avaient été assez clairement anticipés par les parties prenantes, mais pas vraiment par les entreprises qui ont minimisé ou nié ces enjeux. Mais ces incidents finalement, n'ont pas été réellement pris en compte, puisqu'ils représentent 28,1% de tous les incidents répertoriés, ce qui est quand même beaucoup, et c'est le cas par exemple des risques pour la santé liés aux émissions toxiques de plomb ou encore d'arsenic de la fonderie Horn, située près de Rouyn-Noranda, et qui ont été largement minimisés, voire niés par l'entreprise pendant plusieurs décennies. La troisième configuration de risque correspond à ce qu'on peut appeler des signes noirs, pour reprendre une expression utilisée par Nicolas Taleb pour désigner des événements imprévus, hautement improbables, mais aux conséquences majeures et souvent dévastatrices. Ces signes noirs représentent 31,6% des incidents critiques répertoriés. C'est le cas par exemple de l'effondrement glaciaire au Soudan, près de la mine d'or
de Bruce Jack en Colombie-Britannique suite à un dôme de chaleur. Enfin, la dernière configuration de risque est celle de l'anticipation par l'entreprise seulement et pas par les parties prenantes. C'est une situation assez rare puisqu'elle correspond à moins de 9% des incidents observés. C'est intéressant de comparer ce chiffre avec celui de l'anticipation par les parties prenantes seulement, c'est-à-dire 28% des cas. On voit très bien que les parties prenantes ont une propension bien plus grande à anticiper des risques que les entreprises, ce qui montre bien que malgré son apparence rigoureuse et rationnelle, l'évaluation des risques est assez peu objective et dépend fortement de qui fait l'évaluation de ces risques et évidemment des intérêts sous-jacents. Alors, en conclusion, les résultats de l'étude montrent l'importance de la consultation des parties prenantes qui ont une plus forte propension à anticiper les risques que les entreprises seules. Et l'article remet aussi en cause les approches traditionnelles sur la mesure rationnelle et apparemment objective des risques, une approche qui s'apparente en réalité à un mythe rationnel ou encore à ce que Jean-François Lyotard appelait les grands récits, qui donnent une illusion de maîtrise, de contrôle, de rationalité et de neutralité dans des domaines qui sont en réalité profondément fragmentés, incertains, marqués par des intérêts divergents sous-jacents. Et le modèle des 4 configurations proposées par l'article aide à nuancer cette vision de la gestion des risques, à sortir finalement du paradigme de la mesure, de la quantification des risques, pour mettre finalement en lumière les responsabilités et les angles morts de l'évaluation des risques et aussi la nécessité d'un dialogue plus soutenu avec les parties prenantes sur ces questions. Vous pouvez accéder à cet article ou d'autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère quant à moi vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.